Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire qui fait suite au webinaire qu'on a déjà tenu mardi sur la visibilité en ligne. Donc Sabine est évidemment présente avec moi pour la suite de ce webinaire. Et tout de suite, je vous propose hop, si ça veut bien activer, de vous présenter de vous faire quelques rappels justement par rapport à ce webinaire. Donc, on a volontairement enlevé vos caméras. Hop, pardon, je vois que ça défile. Ça défile. On a volontairement enlevé vos caméras et micros. Et vous pouvez poser, comme d'habitude, vos questions dans le chat qui est proposé directement sur ce webinaire. Également, vous informer que pour les personnes qui ne souhaitent pas être enregistrées, vous pouvez vous retirer de ce webinaire et il y aura de toute manière un enregistrement, un replay qui sera transmis, pardon, directement après ce webinaire ou en tout cas la semaine prochaine. Voilà, n'hésitez pas à interagir. On prendra des petits temps aussi à travers les questions-réponses entre Sabine et moi. Et puis, s'il le faut, on ouvrira les micros à la fin de la réunion. Hop. Alors, est-ce qu'il veut bien? Voilà. Vous rappelez les accompagnements qu'on vous propose en lien notamment avec la thématique du jour et notamment sur tout ce qui concerne la première ligne, votre stratégie marketing, vos actions commerciales et tout ce que vous pouvez mettre en place par rapport à tout ça en termes d'actions marketing. Vous en avez l'habitude également, ça se passe par des accompagnements collectifs à travers des webinaires comme aujourd'hui, mais aussi des ateliers sur lesquels je vais revenir juste après ou des accompagnements individuels. Et puis les deux autres socles de notre intervention qui portent essentiellement sur les financements et l'accès à vos financements, donc des aides financières potentiellement de la région ou des aides locales le cas échéant. L'accès à des marques et des labels, ça se passe avec nos collègues de la CCI de la Drôme. Et puis, notre métier premier qui est de vous informer sur la réglementation et la relation client. La relation client, on en parlera justement à la fin de ce webinaire. Et puis, dernier grand chapitre, on va dire, tout ce qui est action qui concerne votre transition écologique sous tous les plans. Vous pouvez là aussi retrouver un programme complet avec nos partenaires que sont notamment Ardèche Tourisme en premier lieu, et puis d'autres partenaires comme le Parc naturel régional, l'ALEC 07, Ardèche Le Goût. Voilà, on est tous mobilisés autour de la transition écologique et on peut vous accompagner par rapport à tout ça. Euh, Vous rappelez également, comme je l'avais fait mardi, deux dispositifs que vous pouvez mobiliser justement sur l'accompagnement marketing et commercial de votre entreprise. Le premier qui est plutôt dédié aux entrepreneurs qui sont affiliés à la GEFIS. La GEFIS, c'est un fonds de formation sur lequel vous cotisez en tant que travailleur non salarié. Donc ça, c'est un accompagnement qui se passe sur 3 à 6 mois maximum et vous bénéficiez pendant 21 heures d'un accompagnement guidé, notamment par mes soins, mais aussi éventuellement par le biais de Sabine sur la question numérique notamment. Et là, on part de vos problématiques marketing et commerciales, on regarde un petit peu ce qu'il faut évaluer par rapport à tout ça, et puis on vous conseille à travers des rendez-vous individuels et on vous fait travailler sur vos propres cas d'usage. Donc voilà, n'hésitez pas à nous mobiliser sur cet accompagnement-là, qui s'appelle Perspective Croissance. On vérifiera votre éligibilité par rapport à GFIS. Si c'est pas le cas, on peut passer sur un autre type d'accompagnement qui est celui-ci, Conseil Performance Commerce, qui est un dispositif qu'on a élaboré en lien avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc qui est totalement pris en charge à 70% par la région Auvergne-Rhône-Alpes et par votre CCI à hauteur de 30%. On a un peu le même parcours d'accompagnement là-dessus, entre 17 et 21 heures d'accompagnement sur 3 à 6 mois maximum. Là, les conditions d'éligibilité, c'est d'être une entreprise de plus de 2 ans, de moins de 10 salariés et de moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc là encore, n'hésitez pas à faire appel à nous là-dessus si vous avez des questions ou si vous souhaitez être accompagné sur votre stratégie marketing et commerciale, voire numérique.
on trouvera des solutions par rapport à tout ça. Vous rappelez l'actualité également, justement, sur le côté marketing. On a eu un webinaire conséquent avec Jérôme Forger le 26 février dernier, et après, on vous a proposé justement 2 webinaires sur la visibilité en ligne, dont le deuxième qui a lieu actuellement. Donc, pour mettre en œuvre tout ça et pour travailler à la fois votre positionnement, travailler l'alignement de votre cible, de votre offre, de votre expérience client, et puis également le sujet de la commercialisation et de votre stratégie tarifaire. On a élaboré 4 ateliers les 17 et 18 mars prochains à la CCI d'Aubenas en présentiel. Et là, on a le cabinet Guest Stratégie, du coup, qui sera là pour vous accompagner et prendre vos cas d'usage en tant que tel et vous faire travailler sur vos cas d'usage sur ces 4 problématiques. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Vous avez le lien ardèche.cci.fr/produit-tourisme qui est donné en bas de slide et que Sabine a dû vous mettre, je pense, dans la conversation. Vous rappelez également nos réunions sur la facturation électronique, pardon. On sort d'un webinaire justement à midi là pour vous expliquer les enjeux et les conditions, on va dire, de réalisation sur cette facturation électronique. On a en complément 3 dates que sont les 3 petits-déj qui s'affichaient, ça va arriver. Hop, le temps que ça revienne. Voilà, le 16 mars, le 20 avril et le 27 avril à Aubenas, Privas et à Vézieux. Donc là, vous pouvez venir nous rencontrer et rencontrer l'ordre des experts comptables, notamment, qui sera avec nous sur ces petits déj et qui pourra répondre à vos questions sur le sujet. Donc là aussi, inscription sur le site dédié au niveau des produits du tourisme, ardèche.cci.fr/produits tourisme. 2 autres dates à vous rappeler également qui ne sont pas forcément dans les thématiques marketing. Une qui concerne plutôt l'emploi et l'emploi des seniors notamment, le 10 mars à Davézieux, où là on va vous expliquer les nouveautés qu'il peut y avoir sur l'emploi des seniors. Et puis la dernière date qui va concerner plutôt l'amélioration de votre performance économique et environnementale à travers les différents dispositifs qu'on peut vous proposer pour les produits du tourisme. Ça se fera en lien avec EDF et ça sera le 27 mars 2026 de 9h à 11h à la CCI d'Aubenas et puis également en visio. Donc là encore, toujours la même adresse pour vous inscrire sur cette date-là. Et dernier rendez-vous qu'on vous propose, qui est un rendez-vous organisé par notre partenaire, par Ardèche Tourisme. Hop, alors, si ça veut bien s'afficher. Voilà, les 13 et 14 mars, le salon Destination Ardèche au Pouzin, où pendant 2 journées, vous allez pouvoir nous rencontrer tous les institutionnels, sites de loisirs, office de tourisme, lieu de visite, etc. Donc de 14h à 17h30 le vendredi, on vous attend, c'est uniquement en B2B. Donc là, c'est une session qui vous est exclusivement réservée à vous, professionnels. Et le samedi 14 mars, on l'ouvre également à l'ensemble du public, hein, mais vous êtes évidemment aussi les bienvenus le samedi 14 mars de 10h à 18h. On sera encore présent ce jour-là. Voilà. Donc toutes les infos sur le site pro d'Ardèche Tourisme, dont vous avez l'adresse en bas, pro.ardèche-guide.com et à la rubrique Destination Ardèche. Voilà, moi j'en ai fini pour déjà cette première présentation des principaux rendez-vous. Je vais laisser la main à Sabine pour rentrer dans le vif du sujet sur la suite, sur la visibilité en ligne. Je reviendrai vers vous ensuite. Je te laisse la main, Sabine. Super, merci Cédric. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Rebonjour pour certains parce qu'on s'est vu entre midi et deux sur la partie facturation électronique. Donc c'est une journée dense. L'objectif aujourd'hui, c'est dans la continuité de ce qu'on a vu finalement mardi. On va parler de nouvelles thématiques. On va approfondir aussi celles qu'on a eu l'opportunité de voir mardi. Donc aujourd'hui, à l'heure du jour, on va parler d'IA, de référencement et de GEO.
On parlera dans un second temps de la commercialisation et de la relation client. Alors, pour bien commencer, on va parler un peu d'IA. Je vais reprendre les basiques. Donc, il ne faut pas hésiter à m'indiquer les réponses par chat, les remarques. Je vais essayer de jeter un petit coup d'œil, mais je compte aussi sur Cédric pour me dire s'il y a des questions. En tout cas, par rapport à l'utilisation de l'IA, je sais que dans votre secteur d'activité, il y a de nombreuses personnes qui ont déjà testé. Gardez bien en tête quand même que l'IA, ce n'est qu'un robot. Ça ne remplace pas l'humain. Il y a toujours la nécessité de relire, de reformuler. Il ne faut pas prendre pour argent comptant ce que va dire l'IA et c'est hyper important de bien garder ça en tête. C'est un petit assistant, c'est un petit stagiaire qu'on a sous le coude quand on veut, quand on est sur l'ordinateur, même avec le mobile, on a la possibilité d'avoir accès aux applications. Ça fait gagner du temps, de l'efficacité sur certaines tâches, mais vous restez au cœur du système. Est-ce qu'il y a parmi ces outils d'IA générative des outils que vous ne connaissez pas? Ou est-ce que, alors plutôt, je vais vous demander de me dire ce que vous utilisez parmi ceux qui sont présentés, voilà, ce que vous avez l'habitude d'utiliser, si vous avez testé en tout cas. S'il y en a qui n'ont jamais testé, je suis aussi preneuse de l'information, comme ça me permet peut-être d'être plus précise dans mes propos. Je vous laisse m'indiquer du coup dans le chat vos retours d'utilisation. ChatGPT, Claude, Gemini, Mistral, ChatGPT. Oui, ChatGPT revient quand même souvent. Ok, ChatGPT, Gemini, très bien. Pilote. Aucun, jamais utilisé. Ok. Il y a quand même des personnes qui ne connaissent pas et qui n'ont jamais testé. Alors, pour tester les outils d'IA, vous avez toujours un accès gratuit. Donc, si vous souhaitez utiliser, alors des fois, vous n'avez pas forcément obligé de créer un compte, mais je vous encourage quand même vivement à le faire. Comme ça conserve les recherches que vous faites au fur et à mesure. Donc, les outils d'IA sont relativement simples et accessibles. Voilà, un compte, et puis après, c'est parti. Je vais vous donner quelques bonnes astuces pour les utiliser correctement. Et puis, vous voyez, il y a quand même plein d'outils là. Je vous en présente cinq, mais il y en a quand même beaucoup. On va dire que c'est les cinq majeurs. Donc, je vois que globalement, tout le monde a utilisé au moins ou testé une fois ChatGPT parmi les utilisateurs. Donc, ChatGPT, bah, c'est l'historique, puisqu'en fait, on parle d'intelligence artificielle générative depuis la sortie de ChatGPT. Donc, c'est celui qui est le plus connu. C'est celui aussi, à un moment, qui était le plus avancé parce qu'il avait une petite longueur d'avance. L'avantage aujourd'hui, c'est que finalement, bah, tout le monde, en tout cas toutes les solutions, se tirent un peu la bourre et essayent d'être plus performants que l'autre. Donc aujourd'hui, un Gemini, un Le Chat, un Claude, voilà, ils sont tous un petit peu au coude à coude. À un moment, ça va peut-être être Gemini qui va être un petit peu plus performant sur certaines tâches. 2 semaines après, ce sera peut-être ChatGPT. Voilà, tout évolue très vite. Donc ce que je vous invite à faire, c'est que même si vous avez été déçu à un moment donné d'un résultat, c'est d'aller le retester aujourd'hui parce que ça peut vraiment voilà, faire la différence au niveau des résultats. Donc, ChatGPT, c'est américain. Ensuite, on a un autre outil que certains d'entre vous connaissent peut-être, notamment si vous utilisez la suite Office, c'est Copilot. Voilà, donc c'est intégré dans tous les outils de Microsoft, PowerPoint, Word, Excel, etc. Je vous montrerai tout à l'heure parce qu'à un moment dans ma slide, j'ai utilisé du coup Copilot pour la mise en page de ma slide. Je fais un petit clin d'œil à cette slide-là, du coup. Donc voilà, l'avantage, c'est que ça, c'est lié à tous les outils Microsoft. Donc on peut passer d'un document Word, de partir d'un compte rendu et de demander de faire une présentation PowerPoint. On va pouvoir traiter aussi, aller chercher des documents, par exemple dans Teams, aller chercher des documents très rapidement sur un Word, un Excel, etc. Il y a vraiment des liens entre tous les outils et l'univers Microsoft. Donc c'est vrai que souvent, vous pouvez l'utiliser. C'est une licence
qui est payante pour avoir des fonctionnalités supplémentaires. Voilà, c'est assez coûteux sur Copilot. Ensuite, on a l'outil de Google, donc Gemini. Celui-là, il est accessible aussi facilement avec votre compte Google. Il est aussi pas mal réputé pour faire de l'image. Vous avez des versions payantes. Récemment, personnellement, j'ai utilisé une version payante gratuitement pendant un mois. Donc, vous pouvez aller tester, par exemple, voilà, Gemini payant pendant un ou deux mois. Ça vous permet de voir un petit peu les fonctionnalités. Donc c'est vrai que voilà, ça s'est lié directement à l'univers Google. Donc si vous gérez tout votre administratif et votre partie commerciale avec un compte Gmail, si vous utilisez Drive, etc., c'est un outil qui peut être très intéressant pour votre entreprise. Ensuite, on a le chat. Le chat, c'est le plus français. C'est vraiment une IA générative voilà, européenne. Donc, c'est vrai qu'on a tendance à vouloir être un peu plus chauvin et à vouloir utiliser cet outil d'IA pour faire en sorte qu'on garde un petit peu, qu'on soit encore dans la course justement sur l'IA. Euh, de manière générale, les personnes que j'accompagne sont souvent un peu plus déçues des résultats, mais du coup, je trouve que c'est quand même bien d'aller tester cet outil et de participer, parce que forcément, tout ce qu'on va faire sur cet outil d'IA va permettre au robot de s'améliorer. Euh, le dernier, c'est Perplexity. Perplexity, c'est le plus sourcé, même si aujourd'hui, il y a de plus en plus d'intelligence artificielle générative qui citent leurs sources. Sur Perplexity, à chaque fois, on va vous indiquer les sites sur lesquels on a trouvé l'information. Donc, c'est vrai que si vous cherchez des informations réglementaires, si vous cherchez des informations d'actualité, etc., Perplexity, ce sera vraiment l'intelligence artificielle à privilégier. Euh, voilà, ce qu'il faut garder en tête, c'est que donc tous ces modèles-là sont entraînés sur des données. En général, c'est des données évidemment qu'on retrouve en ligne, hein, du Wikipédia, des sites, des brochures, des vidéos, etc. Donc, il y a des infos qui sont vraies et des infos qui sont fausses. C'est la raison pour laquelle l'humain reste toujours au cœur du système, puisque c'est quand même à vous, évidemment, de vérifier que l'IA ne dit pas des bêtises et aller sourcer correctement les informations. Voilà pour ces outils. Donc ça, ce sont des outils pour générer du texte. Voilà, intelligence artificielle générative. Donc là, c'est vraiment pour générer du texte, du contenu sur ces outils. C'est l'objectif. Pour avoir un résultat qualitatif, il est très important de bien briefer le robot pour la tâche que vous souhaitez lui faire faire. Donc, quand on va aller sur une intelligence artificielle générative, alors je vais parler d'IA, même si c'est un peu biaisé, mais ce sera plus facile de parler d'IA que d'intelligence artificielle générative à chaque fois. Ce sera plus court aussi. Du coup, sur chaque outil, vous avez toujours un moteur de recherche et on appelle ça un prompt. Le prompt, c'est la recherche que vous allez faire. Et du coup, il faut impérativement que cette recherche soit la plus complète possible. On dit que, et vous pourrez tester, hein, évidemment, quand vous faites une recherche avec quelques mots, le résultat sera assez peu qualitatif. Alors, sur la forme, peut-être que ça vous donnera entière satisfaction. Dans le fond, vous verrez que ça a quand même ses limites. En revanche, plus vous allez être précis dans la présentation de ce que vous voulez, évidemment, plus la réponse sera qualitative. Donc moi, ce que je vous encourage à faire, c'est d'utiliser au moins, au minimum, ceux qui sont soulignés. Le contexte, c'est hyper important. De lui dire qui vous êtes, ce que vous proposez comme service, qui sont vos clients, quels sont vos avantages concurrentiels, votre ligne éditoriale, voilà, votre positionnement. Donc là, il est impératif vraiment de donner plein d'infos aux IA pour que les réponses soient le plus personnalisées possible. Sinon, vous allez avoir des résultats qui sont ceux qu'on va pouvoir retrouver auprès de chacun. Il va falloir toujours lui donner un rôle.
vous voulez avoir une aide sur du marketing, on va lui dire tu es un expert en marketing digital. On veut avoir de l'aide sur une partie, sur la rédaction par exemple d'un contrat, on va lui demander d'être un expert en droit commercial, où on va être juriste. Voilà, c'est très bien de lui donner un rôle parce que la réponse sera d'autant plus qualifiée. Le robot va se mettre en position d'expert en réseaux sociaux, d'expert en web marketing, d'expert en référencement, et du coup, la réponse sera beaucoup plus poussée. Ensuite, évidemment, on va lui demander une tâche. Rédige-moi un paragraphe, fais-moi un tableau, trouve-moi des informations, résume-moi, reformule-moi, etc. Donc là, évidemment, ça va être le verbe qu'on va vouloir utiliser. Et puis après, vous allez pouvoir utiliser des critères supplémentaires. Donc, vous pouvez lui demander un format, voilà, de limiter à une page, à 150 caractères, à 3 mots, 10 mots. Ça va être une contrainte pour l'IA. Ce qui peut être intéressant parfois, c'est d'indiquer votre objectif, parce que ça va aussi lui faire comprendre l'angle d'attaque. Voilà, rédiger un post sur les réseaux sociaux dans le but de générer des commentaires, dans le but d'augmenter le nombre de partages, dans le but de commercialiser mon offre. Donc ça peut être intéressant également. Vous allez pouvoir utiliser des informations sur le ton à prendre. Voilà, est-ce qu'on veut un ton décalé, un ton professionnel, un ton dynamique, un ton humoristique, etc., etc. Donc ça, vous allez voir aussi si vous utilisez ce critère-là, les résultats sont évidemment très différents si on lui demande d'utiliser un ton professionnel ou un ton décalé. On va pouvoir lui donner des contraintes également. Tu t'adresses à une personne de 19 ans. Tu t'adresses à un homme de 60 ans qui est à la retraite. Tu t'adresses à un homme politique. Tu t'adresses à une femme active célibataire, etc. Et forcément, en fonction de ces éléments-là, le résultat ne sera pas le même. Donc, ça permet vraiment de personnaliser le message de manière assez intéressante. Et enfin, on va pouvoir aussi lui demander d'intégrer certaines techniques commerciales. Voilà, je veux que tu me fasses une étude marketing, une étude de marché. Utilise la méthode SWOT, Pestel. Voilà, je veux que tu me rédiges un post pour les réseaux sociaux avec la méthode AIDA, dont on a parlé mardi dernier. Et à ce moment-là, lui, tout de suite, il va comprendre ce qu'est cette technique et du coup, il va adapter sa proposition en fonction de cette méthode-là. Donc ça, c'est assez intéressant. Moi, je vous invite vraiment à faire la différence. Essayez de faire un prompt de manière très basique et un prompt un peu plus poussé et vous verrez rapidement la différence. Alors, avec Cédric, on a choisi quelques thématiques pour justement un petit peu illustrer ce que je viens de dire. Donc, par exemple, vous pouvez très facilement utiliser l'IA pour pouvoir répondre aux avis. Ça vous prend pas mal de temps, beaucoup d'énergie, et souvent uniquement pour dire hein, merci d'avoir pris le temps de répondre à cet avis, ou on est vraiment déçu que vous ayez passé une mauvaise expérience dans notre établissement. Alors c'est bien, c'est une réponse, mais c'est dommage de ne pas en profiter un peu plus. Donc on va pouvoir faire un prompt un peu plus poussé pour avoir une réponse un peu plus personnalisée. Exemple, voilà, tu es un assistant spécialisé en relations clients et en communication professionnelle. Voilà qui je suis, voilà ce que je propose, voilà qui sont mes clients, voilà quels sont mes avantages concurrentiels. On va lui donner toutes les informations sur l'offre par exemple, de l'hébergement. Et puis, on va lui donner des consignes. On va lui demander de répondre à l'avis en respectant les cinq critères suivants. Remercier le client pour son avis, reconnaître son ressenti ou son retour, apporter une réponse adaptée, proposer une suite si nécessaire et conclure de manière positive. On peut ajouter une signature qui sera automatiquement rajoutée à la réponse à l'avis. On va lui donner évidemment l'objectif, hein, remercier le client, désamorcer une insatisfaction, valoriser l'expérience que le client a vécue, etc., etc. On peut indiquer un ton et puis éventuellement une contrainte. Voilà, je ne veux pas que la réponse à mon avis fasse plus de je sais pas, 600 caractères. Utilise le vouvoiement, le tutoiement, etc., etc. Donc là, on voit que le prompt est beaucoup plus poussé. Et si vous copiez-collez un avis avec « réponds à cet avis »
Et avec un prompt beaucoup plus détaillé comme c'est le cas actuellement, en effet, vous allez avoir une réponse qui sera beaucoup plus intéressante. Cédric, est-ce que tu veux présenter peut-être la Ouais, newsletter, par exemple? ouais. Et je réponds avant d'attaquer, peut-être, mais je l'ai fait par manière textuelle, mais on nous demandait s'il y avait des aides à la rédaction de prompts. Oui, alors je vais en Euh, parler juste après, en fait. ok, bon, Juste après les exemples, je vais vous très donner bien. justement un outil un peu magique qui va vous permettre de gagner aussi du temps sur la rédaction du prompt. Ok, super. Là, on va vous présenter, enfin, je vais vous présenter deux autres exemples et deux autres travaux, on va dire, que vous pouvez mener pour vous assister, notamment bah, sur la création d'une newsletter. Ce qu'on vous a proposé là, c'est un exemple, un exemple de prompt du coup que vous pourriez utiliser en respectant la méthode, encore une fois, qu'a exposé Sabine pour créer un bon prompt. Donc là, par exemple, sur une création de newsletter, on va lui donner ce rôle d'être un expert de la rédaction web, de la vente et l'exploitant de l'entreprise en question. Toujours bien redonner votre contexte pour qu'il puisse bien situer ce qu'il en est par rapport à ça. Donc votre nom, enfin le nom de l'entreprise, le secteur d'activité, le type d'entreprise, les valeurs et les positionnements. Tout ça ne change pas par rapport à ce qu'a dit Sabine au préalable. En termes de tâches, pour le coup, on peut lui demander, par exemple, tu me proposes une liste de thématiques séduisantes à adresser par le biais d'une newsletter à mon fichier client. On choisit à partir de ces thématiques qui sont en lien avec votre contexte d'entreprise et vos besoins. On choisit à partir de cette liste une ou deux idées à développer. L'objectif de la réponse, donc ça peut être de remercier le client à travers la newsletter, de lui proposer de nouvelles offres, de le fidéliser, etc. Tout ce qu'on peut imaginer à travers une newsletter. Et là, par exemple, on pourrait assigner comme objectif le fait que cette newsletter doive répondre à deux objectifs. Donner envie à mes clients qui ont déjà séjourné dans mon établissement de revenir ou d'en parler positivement autour d'eux. Et deuxième objectif, euh, voilà, leur rappeler mes coordonnées et les inciter à suivre mon activité sur les réseaux sociaux, par exemple. Il peut y en avoir d'autres, hein, ça c'est à vous de voir. Toujours rappeler le contexte et la tonalité, donc le ton attendu, qu'est-ce que vous souhaitez en termes de ton professionnel, empathique, chaleureux, diplomate, le style à travers lequel vous allez vous exprimer. Un exemple qu'on vous donne, le texte doit être séduisant, mais ne pas être trop agressif ou orienté autour de la vente. Le style doit être bien écrit, avec de jolis mots, sans être non plus trop sophistiqué. Voilà. Et après, vous allez lui donner les étapes pour travailler justement cette newsletter. Donc, il me faut dans l'ordre un titre accrocheur à cette newsletter, un texte descriptif, une offre spéciale et des illustrations photographiques pour donner envie, par exemple. Les contraintes, là encore une fois, bah, vous allez donner vos contraintes de longueur maximale, par exemple, de texte, savoir si vous utilisez le tutoiement ou le vouvoiement en fonction de votre positionnement, encore une fois. Donc un exemple par rapport à un positionnement, le texte doit comprendre un maximum de 800 caractères, par exemple. Il me faut deux versions, une en français et l'autre en anglais, puisque vous allez adresser deux newsletters séparés en fonction de votre fichier. Le format, il faut respecter la structure suivante, un titre principal de la lettre d'information, une accroche courte générale du contenu de la lettre, un paragraphe pour une information avec une photo d'illustration, les coordonnées pour une réservation en ligne, par exemple, avec un bouton d'action directement, et puis la mise en avant des réseaux sociaux de l'entreprise en pied de page, avec votre signature, prénom de la personne qui s'adresse au client, l'équipe et le nom de l'entreprise éventuellement. Voilà. Donc, un exemple de prompt qui respecte la méthode, entre guillemets, qu'a donné Sabine pour une newsletter. Euh, un autre exemple de prompt par rapport à toute autre chose, tout ce qui concerne le SEO, et Sabine va revenir dessus tout à l'heure un petit peu plus en détail, mais donc le SEO, pour vous rappeler, c'est tout ce qui est référencement naturel. Comment est référencé votre site internet dans les moteurs de recherche. Donc là, on peut aussi lui demander d'être votre assistant personnel là-dessus et de vous aider à mieux auditer et améliorer votre référencement de votre site internet notamment.
Donc là, toujours pareil, on lui donne un rôle d'expert reconnu du SEO, donc du référencement naturel. Je passe le côté contexte de l'entreprise qui est le même, hein. On va lui demander tout d'abord de réaliser un audit poussé des critères indispensables au bon référencement du site Internet, et donc avec votre site Internet en question. L'objectif de la réponse, ça va répondre à deux objectifs. Lister l'ensemble des critères essentiels à un bon référencement SEO. On va déjà lui demander de dire c'est quoi les bons critères pour être bien référencé première tâche, on va dire, pour être sûr qu'il a bien compris la commande et qu'il travaille bien sur les critères discriminants au niveau du référencement naturel. Et ensuite, en deuxième objectif, on va lui demander qu'au regard de ces critères, d'auditer votre site et de proposer des actions d'amélioration SEO sur votre site Internet. Donc là, le contexte, la tonalité, par exemple, ça peut être que le texte doit être facilement compréhensible pour un néophyte, puisque vous n'êtes pas a priori des webmarketeurs en puissance. Le style doit être compréhensible, direct et opérationnel pour une exploitation facilitée de votre côté. Les étapes, on va lui dire comment faire, on va lui dire de lister l'ensemble des critères essentiels à un bon référencement du site étudié. Une fois qu'on a ces critères essentiels, on va lui demander d'auditer donc votre site et puis ensuite et enfin de générer des recommandations concrètes sur de l'ensemble des points à améliorer pour gagner en visibilité de manière significative. Voilà. Pas de contraintes particulières, alors vous pouvez en mettre, hein, ça charge à vous de décider ce que vous voulez faire. Et pour une bonne facilité de récupération des données et un travail peut-être que vous feriez alors, soit en direct, soit avec l'agence qui vous suit, on peut lui demander par exemple de retranscrire tout ça dans un fichier Excel structuré, point par point. Voilà, ce qui me permettra de l'exploiter, soit que je l'exploite moi personnellement depuis mon CMS, hein, si vous travaillez directement, que vous avez la main sur votre site internet, soit de pouvoir le travailler avec votre web designer, enfin avec l'agence qui vous suit au niveau du site internet. Voilà, ça permettra de prendre point par point, de manière ordonnée, tout ce qui ne va pas et de dire comment je peux améliorer ça et de fournir un fichier clé en main à votre agence si vous êtes suivi par une agence. Voilà. Je te relaisse la main, Saline. Oui, je peux vous donner un exemple. Peut-être que ce sera aussi plus parlant pour vous. Du coup, là, je partage mon écran. Je suis allée sur ChatGPT. J'ai copié-collé du coup le prompt sur les avis. Je l'ai adapté avec du coup ma situation, nom de l'entreprise, CCI Ardèche. Voilà ce qu'on fait. Alors, je suis très succincte. L'idéal, ce serait d'aller beaucoup plus loin. Mais je vous montrerai aussi qu'on a la possibilité de paramétrer son compte pour que systématiquement, il prenne toujours en considération qu'on ait un hôtel, 3 étoiles, qu'on a un parking, une piscine, etc. Et comme ça, pour toutes les réponses qu'il va vous proposer, à chaque fois, il aura pris en considération votre contexte. Bon, là, en l'occurrence, je lui rappelle le contexte, je lui ai copié-collé un avis qui était positif, je lui ai demandé de remercier le client en objectif. 600 caractères, etc., etc. Hop. Et du coup, sur ChatGPT, il suffit juste de cliquer sur Entrée et vous voyez que le prompt, déjà, il ne fait pas de ligne. Et en général, c'est toujours la recommandation, hein, c'est un prompt qualitatif. C'est quasiment une page à 4. Sinon, ça veut dire que forcément, il va manquer des éléments, que la réponse sera aura peu d'intérêt parce qu'elle pourrait être donnée à quelqu'un d'autre, à un de vos concurrents, par exemple. Et du coup, ensuite, on a du coup la réponse. Donc là, moi, j'ai demandé 600 caractères max, donc ça respecte ce critère-là. Et donc voilà, merci beaucoup pour votre retour et pour le temps que vous avez pris pour partager votre expérience. Nous sommes ravis de lire que la formation sur le référencement naturel vous a été utile et que l'approche pédagogique de Sabine vous a permis d'avancer concrètement et avec motivation. Votre message souligne parfaitement l'objectif de nos ateliers, rendre le numérique accessible, pratique et directement applicable. Au plaisir de vous retrouver lors d'un prochain atelier. Donc on voit en plus voilà, qu'il utilise le contexte que je lui ai donné pour pouvoir mettre en avant davantage les ateliers en l'occurrence. Donc là, c'est pour un avis positif. On peut le faire évidemment pour un avis négatif. On peut lui donner d'autres critères. Il y a aussi un outil, alors c'est en version bêta et c'est mis en place par le gouvernement, qui s'appelle du coup Comparia, qui vous permet justement de comparer
plusieurs IA, comme son nom l'indique. Donc là, si je copie-colle mon prompt, je peux aller de laisser en fait l'outil faire le test avec deux IA de son choix. Je peux aller choisir de comparer, par exemple, je ne sais pas moi, Gemini et la version 3.1 avec Claude 4.6, etc. Donc je vais pouvoir aller comparer évidemment plusieurs outils de la liste. Je vais aussi voilà, pouvoir comparer avec deux modèles tirés au hasard parmi ceux de plus petite taille et un modèle de petite taille contre un modèle de grande taille. Donc là, par exemple, si je fais un David contre Goliath, j'envoie. Et en fait, ce qui va être intéressant, c'est que je vais avoir les deux réponses. Donc j'ai un modèle A et j'ai un modèle B. Donc là, ils sont en train de me répondre. Hop. Il est encore en train de réfléchir. Donc celui-là, il est beaucoup plus long. On voit, il est toujours en train de regarder ce qu'on pourrait. Donc là, on voit que le modèle B, c'est c'est le Goliath hein, qui a été beaucoup plus rapide pour répondre. Super loin. Là, il est toujours en train de faire ses calculs. Je rappelle juste que les IA, en fait, les réponses d'IA, en tout cas, ce sont des probabilités. Il cherche, il cherche, il cherche. J'aurais peut-être pas dû prendre ça comme exemple parce qu'on va peut-être y passer la journée. En tout cas, voilà, il affiche son raisonnement. L'avantage sur des plateformes qui sont voilà, dites Goliath, c'est que ça va tellement vite qu'on n'a même pas le temps de voir le raisonnement. Hop, voilà. Donc là, il y a tout le raisonnement et puis on a la réponse. Du coup, là, on peut essayer de deviner lequel est lequel. On passe à la révélation des modèles. Ben, moi, je préfère le modèle B. Je le trouve plus voilà, mis en forme claire, plus complet. Et celui-là, instruction nu suivi, par exemple. Voilà, on peut aller dire pourquoi on a choisi certains modèles. Et en effet, donc là, il y avait du Gemini contre Olmo. Et ce qui va être intéressant, en effet, c'est voir quand est-ce que c'est sorti, voilà, qui est propriétaire. Bon, là, on voit que c'est de l'open source. Là, c'est un outil qui est propriétaire à quelqu'un. On a la taille du modèle, la taille du texte, l'énergie consommée. Et du coup, ça permet aussi de voir que, bah, voilà, en termes d'impact écologique, environnemental, ce que ça représente. Donc voilà, ça c'est plus pour voilà, ceux qui sont en phase de découverte, qui veulent tester et qui se posent des questions sur comment ça fonctionne. Ça peut permettre de donner quand même pas mal d'infos. Voilà pour la partie avis. Je crois que je voulais donner aussi, pour info aussi, un petit tips. Tout à l'heure, il était question en effet du prompt. Quelqu'un m'a demandé, bah oui, mais finalement, pour écrire un prompt, est-ce on n'aurait pas des outils un petit peu coup de pouce? Donc oui, il existe des outils coup de pouce. Je ne sais plus qui c'est qui demandait ça tout à l'heure dans le webinaire. Voilà, Adeline. Adeline. Voilà, Adeline, super. Du coup, oui, et c'est d'ailleurs un outil qui a été partagé lors du webinaire de la semaine dernière, qui s'appelle Prompt Cowboy. Par exemple, l'avantage, c'est qu'on va lui donner un lady prompt, donc un prompt plutôt succinct, on va dire. Donc voilà, je veux répondre à un avis positif sur Google, voilà, tout simplement. Et en fait, là, il va me créer un prompt beaucoup plus sophistiqué, intégrant le rôle, la tâche, etc., etc., qui va me permettre d'avoir une réponse beaucoup plus qualitative. Voilà, on passe de je veux écrire une réponse à un avis à tu es un expert en communication digitale et en gestion de la réputation en ligne. Je veux que tu rédiges une réponse professionnelle et chaleureuse à un avis positif laissé par un client sur Google. La réponse doit remercier, personnaliser le message, refléter une voix humaine, être concise, inviter subtilement le client à revenir ou à recommander l'établissement. Je colle l'aime. Donc là, l'idée, c'est de copier, coller et d'avoir la réponse. Donc cet outil, il est hyper bien parce que ça va vous permettre vraiment de créer un prompt beaucoup plus développé
et du coup d'avoir une réponse beaucoup plus précise également. Sur la création d'images, on a des outils, on va dire, spécifiques qui existent. En effet, aujourd'hui, tout à l'heure, on pouvait créer une image, on pouvait modifier des images avec ChatGPT, avec Gemini et son extension Google Banana. Mais si vous voulez vraiment travailler la photo, c'est vrai que c'est important d'aller sur des solutions qui sont conçues pour ça. Ce sont souvent des solutions qui sont payantes, à moindre de recours malgré tout, parce qu'on achète des crédits. Mais voilà, ce sont les 5 les plus recommandés. Si on doit en citer qu'un, ce serait Midjourney, parce que c'est celui qui est le plus pertinent, le plus avancé. Les résultats sont bluffants sur Midjourney. Après, je passe relativement rapidement là-dessus, dans la mesure où, dans le monde du tourisme en Ardèche, on a quand même plutôt des beaux paysages. On n'a pas besoin de générer de A à Z une photo. Souvent, si c'est pour faire de la retouche, parce que le jour où vous avez fait des photos de votre gîte ou de votre hébergement, bah, il faisait pas très beau. Voilà, sur Gemini, vous pouvez déjà faire de la retouche pour faire en sorte que la photo passe de euh, pas très belle à plutôt sympa. D'ailleurs, pour ça, alors c'était pas forcément prévu, mais je peux aller le chercher si j'ai 2 minutes. Euh, Il y a donc Gemini, la version payante, qui est assez intéressante là-dessus, parce qu'on va pouvoir vraiment travailler sur des photos. Hop, tac, tac, tac. Oh non, c'était ici, en effet. Par exemple, pour vous donner une idée, voilà, cette photo a été prise en pleine journée au printemps. Adapte-la pour un jour de Noël. Donc là, vous voyez la photo de base. Et là, la proposition. Et en effet, il y a des décorations de Noël. Donc oui, pour ce type de choses, si c'est quelque chose qui vous intéresse, bah, Gemini suffit largement. Voilà, derrière la fenêtre, je mets de la neige parce que du coup, là, il fait quand même grand beau temps. Donc là, on va mettre de la neige et on voit bien qu'il y a de la neige derrière les fenêtres également. Pareil, là, j'ai une photo d'un petit déjeuner qui n'est pas très, très sexy. Voilà, je vais lui demander de mettre un angle, une autre prise de vue et forcément, la photo, elle aura une meilleure allure. Je vais pouvoir rajouter des fleurs, de la confiture, etc. Mais en tout cas, en partant d'une photo existante, on peut faire des choses qui sont relativement sympas. Ça, c'est un des exemples qu'on a traités lors d'un cursus d'atelier avec Vincent, un expert sur l'IA. On a eu le plaisir de l'accueillir en début d'année. Ceux qui ont pu le suivre ont constaté la qualité de ses interventions. Je pense qu'on essaiera de réitérer ces formations-là, mais ça vous permet justement de prendre en main les outils et de les utiliser concrètement avec vos besoins du moment. On a aussi des outils d'IA qui sont dédiés au son et à la voix. Alors, je passe rapidement dessus parce que ce n'est pas forcément la chose qui peut vous intéresser. Malgré tout, je fais un focus sur iGen, qui est une solution qui permet notamment de faire de la vidéo et surtout de la traduction de vidéos. Alors, je suis désolée pour ceux qui connaissent déjà ces vidéos et qui les ont déjà vues, mais je trouve que c'est quand même un bon exemple pour votre activité. Je pense notamment aux prestataires d'activité. Vous avez une clientèle étrangère qui est quand même relativement importante. Il faut savoir aujourd'hui qu'en termes de traduction, les IA sont hyper performantes, évidemment parce qu'elles sourcent leurs données sur des contenus du monde entier. Donc les traductions sont hyper bien faites. Et l'avantage, c'est qu'on part d'une vidéo qui est en français, on va pouvoir facilement la traduire en anglais, en allemand, en néerlandais, en espagnol, etc., etc. Donc là, moi, j'ai pris l'exemple d'une vidéo que j'avais fait en français. Il y en a une, c'était sur LinkedIn, et l'autre, je crois que c'était sur la fiche Google. Voilà, j'en ai traduit une en italien. Alors, il faut savoir que je ne parle pas italien, et donc je vais vous laisser constater la qualité de la prestation. Avviso agli imprenditori e ai responsabili marketing che desiderano sviluppare la loro visibilità sui motori di ricerca. Il posizionamento naturale è la chiave affinché il vostro sito web si distingua online. È tempo di padroneggiare i fondamenti del SEO per spingere la vostra presenza online et attrarre un traffico qualificato. Donc voilà, vous avez pu constater en fait que non seulement ça traduit, mais ça reprend la tonalité de ma voix. Au niveau des lèvres, on pourrait quasiment penser que c'est moi
qui parlent réellement italien. Donc c'est assez bluffant. J'ai fait aussi le test dans une langue un peu plus originale, en coréen, parce qu'au moins vous êtes sûr, en tout cas je peux vous assurer que je ne parle pas coréen, et pour vous montrer à quel point c'est quand même efficace, parce que sur une langue, on va dire latine, on pourrait se dire, bon, bah, c'est pas très compliqué. Sur du coréen, du chinois, du japonais, voilà, on est quand même sur des langues qui sont quand même beaucoup plus difficiles à traduire, et c'est tout autant qualitatif. 기업가와 커뮤니케이션 담당자 여러분께 알립니다. 링크드인은 단순한 전문 네트워킹 플랫폼 그 이상입니다. 여러분의 비즈니스와 경력을 발전시킬 수 있는 진정한 기회의 보고입니다. Donc voilà, vous voyez, pareil, ça a repris l'intonation de ma voix, ça a repris mes lèvres, et du coup, c'est vrai que c'est assez intéressant. Et si on fait écouter ces vidéos à des Italiens, la traduction est très bonne. Et j'ai eu l'opportunité récemment de faire écouter ma vidéo en coréen, parce que ça faisait quand même, je crois que ça doit faire 1 an et demi ou 2 ans que je l'ai faite, et j'ai jamais eu l'opportunité de vérifier si la traduction était bonne. J'ai pu la vérifier récemment, la faire vérifier en tout cas, et globalement, la traduction n'est vraiment pas mauvaise. La personne a compris ce que je disais. Donc, c'est quand même aussi un bon moyen de pouvoir parler à une clientèle étrangère. Et je pensais aux prestataires de loisirs, en effet, en disant, bah, tiens, finalement, quand on descend l'Ardèche, on a toujours une vidéo ou quelqu'un qui nous explique où sont les rapides, etc. Bon, on le fait bon, en français, en anglais, éventuellement peut-être en italien ou en allemand s'il y a des personnes dans l'équipe qui parlent. Mais là, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir vraiment traduire hyper pertinemment en fonction de la personne qui aura en face de nous. Donc ça, c'est des solutions, ça fait ça gratuitement, hein. Alors, il ne faut pas que la vidéo elle dure 20 minutes, mais sur une approche assez simple, ça fonctionne bien. Cédric, est-ce que je te laisse présenter rapidement ce comparatif? Oui, rapidement, on vous adressait et on vous a mis en lien dans le PowerPoint les différentes solutions d'IA, en tout cas les plus connues, les plus utilisées en 2025. Et on a pu se procurer un comparatif justement des IA pour essayer de regarder en fonction des fonctionnalités que vous attendez et en fonction des fonctionnalités qu'elle propose également, ce que vous pouvez aller tirer de ces IA et pour le coup, à travers notamment l'étude comparative et les avantages et inconvénients de chacune des solutions, vous pouvez assez facilement regarder si oui ou non vous pouvez vous orienter plutôt sur ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity ou autre. Ça vous permet aussi de regarder voilà, quelle solution vous allez adopter, notamment aussi d'un point de vue coût, même si vous pouvez le voir, on est tous, elles sont toutes à peu près au même coût, on va dire au niveau payant. C'est plutôt en termes de fonctionnalité et d'accès à ces fonctionnalités. Comment est dirigé l'IA qu'il va falloir faire votre choix par rapport à tout ça. Voilà. Donc je vous le commande pas plus, vous l'aurez dans la présentation qu'on vous enverra et comme ça vous permettra d'avoir un regard un petit peu avisé sur l'IA que vous pouvez choisir ou tester. Je rebondis sur le commentaire d'Adeline qui dit qu'il ne faudrait pas que les clients croient du coup qu'on est bilingue. En effet, c'est le risque. D'ailleurs, c'est aussi une des craintes en général quand on essaye de traduire, on va dire aussi bien les vidéos qu'on fait. Après, on est quand même, enfin en tout cas moi je recommande de stipuler que la vidéo a été traduite par l'IA et puis éventuellement d'intégrer un petit paragraphe à la fin pour dire que vous n'êtes pas bilingue et que quand les clients arriveront chez vous, vous pourrez parler anglais ou en tout cas que le reste de la conversation sera en anglais. Mais oui, ça, c'est sûr que ça peut porter à confusion sur le message. Voici aussi une illustration de ce qui est en train de se passer en ce moment en termes de référencement. Et donc, ça va faire lien avec la deuxième partie. Ce qu'on remarque justement avec l'utilisation de l'IA, c'est une baisse des clics vers les sites Internet, mais une augmentation quand même des impressions. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie que les sites sont visibles, notamment via les réponses qui sont générées par l'IA, mais que la réponse apportée est suffisamment claire et précise pour que l'internaute n'ait pas besoin d'aller sur le site internet du professionnel. Donc, ça pose quand même une question. On va voir qu'en termes de référencement, ça change quand même pas mal la donne.
Donc voilà, on entame donc la deuxième partie sur les méthodes de référencement, et puis je garde les questions pour la fin s'il y en a avant la présentation de Cédric. Donc quand un client fait une recherche sur Google, Google aujourd'hui ne propose pas une succession de sites, il affiche un mélange de pas mal de choses. Il y a des publicités, des résultats géolocalisés avec la fiche Google dont on a parlé du coup mardi. On a des questions fréquentes, donc ce que les personnes cherchent en fonction des mots-clés qu'on a intégrés, des recherches associées, on a des vidéos, etc. etc. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a 4 grandes familles de référencement. Il y a le SEO, le Search Engine Optimization, donc le référencement naturel, donc c'est la méthode gratuite. Comment on va faire que notre site internet il va arriver en première position sur Google sans payer. Et du coup, comment on va faire comprendre à Google que notre site il est fiable. Aujourd'hui, il ne faut pas que le site il soit seulement beau, connu, il faut qu'il soit digne de confiance. C'est hyper important. Donc, ce qui va faire la différence entre deux sites, c'est les 3 piliers dont nous avons parlé mardi. Ça va être la technique, le contenu et la popularité. Il faut que le site il soit accessible, qu'il se charge rapidement, que le site soit bien organisé, que le contenu soit clair, engageant, utile, qu'il y ait des liens vers d'autres sites internet pour aussi justifier de la popularité du site internet. Ensuite, on va retrouver le SEA, Search Engine Advertising, pour le référencement payant. Donc ça, c'est la publicité, c'est quand on achète des mots-clés, c'est un système d'enchères, hein, celui qui paye le plus est beaucoup mieux vu. Donc ça, c'est hyper intéressant quand on veut apparaître tout de suite dans les résultats de recherche. En revanche, ça peut être très coûteux. Et puis, dès qu'on arrête de payer, eh ben, on n'est plus vu. Donc voilà, il faut être quand même très stratégique et bien préparer sa campagne. Ensuite, on va retrouver le SMO, Search Media Optimization, pour le référencement via les réseaux sociaux. Bah oui, aujourd'hui, on retrouve des contenus qui ont été publiés sur Facebook, sur Instagram, sur Pinterest, sur YouTube. Voilà, ça ressort dans les résultats et du coup, ça vous fait connaître grâce donc aux réseaux sociaux. Et puis, on a le petit nouveau, le GEO, le Generative Engine Optimization. C'est celui qui va nous faire connaître via les outils d'intelligence artificielle, comme ChatGPT, Gemini, Claude, on en a déjà parlé. Donc, pourquoi une entreprise, elle va être citée par les IA? Et donc, ça, c'est la question un petit peu du moment. En effet, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, quand on va faire une recherche sur un moteur de recherche, là par exemple, j'ai fait « Que faire en Ardèche avec des enfants », on voit que la première partie de la réponse, en fait, c'est une réponse qui a été générée par l'IA. Donc, la manière de chercher va changer. Quand on cherche sur Google, normalement, on avait une liste de liens. Et demain, aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait encore intégré et on est les seuls en Europe, dans le monde, à ne pas avoir encore eu cette forme de résultat. Mais demain, sur Google, quand on fera une recherche, on aura d'abord une réponse personnalisée qui est proposée par l'IA. Donc, est-ce que l'IA va citer votre entreprise? Pourquoi elle va citer votre entreprise et pas celle d'un autre? C'est toute la question. On constate aujourd'hui que le GEO ne remplace pas le SEO, c'est-à-dire que l'internaute, il utilise souvent les deux. Il va utiliser l'IA pour chercher des informations, pour planifier, pour comparer. En revanche, pour acheter, pour trouver un produit, il va aller sur les moteurs de recherche. Donc, on voit qu'il y a vraiment une complémentarité des usages. Alors, comment l'IA choisit ses sources? Et on arrive, d'ailleurs, je fais la petite parenthèse, avec le lien avec Copilot dont je vous parlais tout à l'heure. J'ai mis mon texte et j'ai demandé à Copilot de me mettre en page la présentation. Et ce qui est assez rigolo, c'est qu'il m'a choisi du coup, des pictos pour les différentes catégories. J'ai volontairement pas changé, j'ai trouvé ça très rigolo, parce que quand on parle de contenu niche, le petit picto qui m'a choisi, c'est un chien. Et c'était aussi pour illustrer le fait que l'IA n'est pas intelligente, ne comprend pas les subtilités, et du coup, si on ne relit pas, on peut avoir des boulettes. Autant si je ne vous l'avais pas dit, peut-être que vous n'auriez pas fait attention. En tout cas, c'est quand même une boulette. J'ai un chien au milieu de ma présentation qui n'a rien à faire ici. Voilà, la petite parenthèse est refermée, mais c'est pour montrer l'intérêt de bien relire. Donc pour en revenir, non pas à la forme, mais au fond, comment l'IA choisit ses sources par rapport à la cohérence.
Il faut absolument que toutes les informations que vous mettez sur les réseaux sociaux, sur votre fil Google, sur votre site internet, sur les annuaires, etc., il faut absolument que ce soit les mêmes informations, que ce soit identique. Sinon, l'IA va croiser les données et s'il y a un doute, l'IA ne va pas recommander l'entreprise. La deuxième chose, c'est les avis sémantiques. Le nombre d'étoiles, on s'en fiche un peu. Par contre, tous les commentaires écrits vont être analysés par les IA. S'il y a plusieurs clients qui écrivent que le petit déjeuner à la Châtaigne, il est incroyable avec les produits locaux, l'IA va vous classer comme un hôtel ou un hébergement avec le meilleur petit déjeuner avec les produits locaux. Ensuite, on va parler des données structurées. Donc ça, c'est les données vraiment structurelles de votre site Internet. Il faut vraiment intégrer ça et travailler avec votre webmaster pour que votre site fasse comprendre à l'IA que telle information, c'est un prix, que telle information, c'est une note, que telle information, c'est une photo, que telle information, c'est un descriptif, que telle information, c'est une adresse, etc. Donc là, il y a des petits moyens d'intégrer du code dans votre site Internet pour bien faire comprendre au robot que telle information, c'est une adresse et autres. On va travailler aussi sa présence sur YouTube parce que les IA accordent une importance énorme aux transcriptions de vidéos et qu'une courte présentation de votre entreprise sur votre page d'accueil peut vraiment booster la confiance que les robots d'IA vont vous accorder. Ce qu'on va vous recommander aussi, c'est sur vos sites Internet d'intégrer des FAQ et éventuellement aussi de privilégier des articles de blog. Parce que quand sur votre site Internet, il y aura des FAQ qui vont répondre aux questions qui sont posées par les internautes sur les moteurs d'IA ou des articles de blog thématiques qui répondent aux requêtes des internautes, l'IA va puiser toutes ces réponses dans ces contenus. Donc, vous aurez plus de chances d'être cité. Et du coup, après, on arrive aussi au contenu de niche. Donc, plus vous allez être précis sur votre spécialité, sur ce que vous proposez, plus vous avez de chances d'être l'unique réponse qui va être donnée par l'IA. Donc, il faut vraiment avoir une stratégie de storytelling hyper intéressante. Donc voilà, pour être choisi par l'IA, il ne faut pas avoir juste des bons mots-clés et intégrer des mots-clés dans votre site Internet. Aujourd'hui, c'est plus suffisant. Il faut vraiment être digne de confiance. Donc, il faut avoir des informations claires, des informations utiles, des informations structurées. Il faut intégrer des tableaux comparatifs, il faut intégrer des listes à puces, mettre en avant des expertises, les avis clients, des recommandations, des exemples, voilà, des témoignages d'entreprise. C'est quand même ce qui marche très bien. Ça va prouver du sérieux de votre entreprise et vous serez certainement, en effet, cité dans les moteurs de recherche IA. Je n'ai pas parlé du dernier, oui, sur les liens. Donc voilà, être recommandé également, c'est très très important puisque forcément, s'il y a un article dans le Dauphiné Libéré qui parle de votre établissement, le Dauphiné Libéré a énormément de popularité auprès des robots puisqu'il y a une ancienneté, il y a beaucoup de visites, donc il y a une relation de confiance très importante avec ce site-là. Donc c'est sûr que si ce site fait un lien vers votre site Internet, vous avez plus de chances aussi, évidemment, de ressortir dans les résultats de recherche. Il est impératif de parler à Google comme à des clients. Voilà, encore une fois, bourrer votre site avec des mots-clés, ça ne sert à rien aujourd'hui. Il faut vraiment convaincre, attirer, engager l'utilisateur avant le robot. Donc ça, c'est important de bien travailler sur son texte, sur son storytelling. Et du coup, ça va vraiment être la qualité et la réputation des textes que vous allez intégrer sur votre site Internet qui vont positionner votre site dans les résultats. Donc, ce qu'on vous recommande de faire, évidemment, c'est d'intégrer les critères EEAT, expertise, expérience, autorité, confiance. Justement, quand vous faites un prompt dans l'IA, pour améliorer votre référencement naturel, vous pouvez aussi orienter la rédaction du texte en lui demandant d'utiliser la méthode EAT. Et comme ça, le robot de l'IA va écrire un article pour votre site Internet en respectant ces critères-là, en mettant en avant de l'expérience, de l'expertise, l'autorité et la confiance. Donc voilà, c'est important de bien comprendre ça parce que c'est ce qui va vraiment
mettre en avant aujourd'hui votre site internet. Donc, il faut qu'il y ait du texte et il faut qu'il soit bien écrit, bien rédigé, bien structuré. Et pour les bonnes pratiques à intégrer dans votre géo aussi, on constate que si vous avez une bonne stratégie SEO, en général, vous avez une bonne stratégie géo. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. C'est pas paradoxal. Donc, faut traiter le sujet en profondeur, être complet, utiliser un vocabulaire riche, ne pas hésiter à vraiment utiliser une stratégie de storytelling assez poussée. C'est assez bien perçu aussi de citer des sources, justement, d'asseoir votre expertise en mettant en avant que vous avez trouvé telle et telle information sur tel site internet. Et enfin, sur la partie format canonique, ça va être important, voilà, d'intégrer en tout cas sur votre site internet des définitions, de proposer des guides en téléchargement, de rédiger des articles avec des tableaux comparatifs, des listes à puces, les petits résumés, un petit sommaire, euh, d'intégrer de la FAQ, de la transcription, d'intégrer de la vidéo, des vocaux, etc. Parce que c'est ce qui va faire aujourd'hui que vous allez être compris par les robots de Google, mais aussi des moteurs de recherche. La stratégie est globalement la même, il faut juste aller plus loin sur la partie rédactionnelle pour répondre vraiment très bien et très spécifiquement à la requête de l'internaute. Voilà, j'ai essayé d'aller un peu vite à la fin. Voilà pour ma partie, j'ai terminé. Est-ce qu'il y a des questions auxquelles je pourrais essayer de répondre rapidement avant de laisser la main à Cédric? Je suis en train de regarder. Bon, il y a la question de l'utilisation de l'IA et de sa consommation énergétique. Énergétique. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'en Euh, effet, une recherche IA consomme beaucoup plus d'énergie qu'une recherche Google. En revanche, aujourd'hui, il y a énormément de clients, et moi je le vois même en entreprise, hein, de nombreux professionnels qui aujourd'hui vont chercher de l'info sur l'IA. Donc, c'est quand même malgré tout un critère de recherche. Donc, c'est important de se positionner sur ce type de requête-là. Donc, même si vous n'utilisez pas, et en effet, je ne vous recommande pas d'aller utiliser l'IA tous les jours, mais voilà, de comprendre qu'aujourd'hui, ça fait partie aussi des us et coutumes. Et voilà, vous avez quand même intérêt à ce que les IA vous citent. En plus, aujourd'hui, on se rend compte que malgré tout, les sites qui étaient très très bien référencés pour le SEO, euh, au niveau du rédactionnel, ils n'étaient peut-être pas toujours très performants et en fait, ils ne sont pas forcément très bien référencés sur les moteurs d'IA. Et les liens, notamment, le fait que d'autres sites parlent de vous, j'ai le sentiment, en tout cas, que ça a beaucoup plus d'importance que la manière dont vous rédigez aussi vos contenus. Il y a beaucoup de corrélations, mais par exemple, moi, il y a quelques années de ça, je vous disais, mais surtout, quitter les pages jaunes, ça ne sert plus à rien, personne n'y va. Il y a encore quelques mois, quand on fait une recherche d'un commerçant dans une commune, souvent, c'est le site des pages jaunes qui va ressortir en premier parce que les pages jaunes ont une antériorité, un historique qui est énorme et du coup ça revient un peu à la mode sur les IA. ok. Écoute, on me demande aussi comment recevoir du coup la première présentation de la semaine dernière, enfin de mardi, j'imagine. J'étais en train de vous répondre. Donc, si vous étiez inscrite, je viens de la faire partir il y a 10 minutes à peu près. Si c'est pas le cas, ben, envoyez-nous, faites-nous une demande par mail et on vous transmettra ça. Voilà. Ouais, c'est peut-être peut-être la présentation aussi avec GetFluence pardon, Ah, avec sur la GetFluence, oui, partie oui, effectivement. netlinking. C'est pareil, on est en train de le mettre en ligne. On vous tient informé dès que c'est en ligne. Eh ben, je laisse la main à Cédric. Je vais essayer de voir si ça marche, si je te laisse le contrôle pour le PowerPoint. Hop, normalement, c'est bon, tu peux te débrouiller. Est-ce que ça fonctionne ou pas? Voilà. Ça a l'air de vouloir. Bon, sinon, je te passe les slides, pas de souci. Hop. Allez, ça roule.
Bien, on va parler commercialisation et relations clients, qui sont les deux derniers pans qu'on voulait aborder avec vous sur la visibilité en ligne. La commercialisation, évidemment, vous savez que c'est un pan important dans votre visibilité, dans votre web marketing. Peut-être juste vous faire un état déjà à l'heure actuelle de la distribution du tourisme en France. Vous dire on peut constater, on va dire, qu'il y a des catégories qui ont un taux d'intermédiation qui est déjà fort. Alors, ce qu'on appelle par taux d'intermédiation, c'est le fait que vous passiez un maximum par des OTA, des agences de voyage en ligne, et donc, on voit naturellement que les hôtels et les locations de vacances sont fortement impactés. Pour les hôtels, on va parler de Booking essentiellement, et pour les locations de vacances essentiellement aussi autour d'Airbnb. Mais on voit le poids de ces acteurs-là sur ces deux filières. Quand le camping, enfin l'hôtellerie de plein air de manière plus large, a su préserver sa réservation directe, en tout cas est beaucoup moins impacté par ces gros acteurs-là, on a un taux d'intermédiation seulement de 10%, et il est encore moindre sur les activités loisirs, puisqu'il est de l'ordre de 7%, même si ça a tendance à se digitaliser un maximum, et qu'il y a des OTA aussi qui commencent à arriver, enfin qui sont arrivés depuis un certain temps, et ça monte tout doucement sur ce point-là. Si tu veux passer, Sabine. Alors oui, j'ai pas parlé de d'Abritel à proprement dit, mais voilà, enfin je les ai pas tous cités, mais c'est vrai que le poids de Booking et de d'Airbnb est tel sur les hôtels et les locations de vacances que c'est ces deux-là qu'on a ressorti. Vous le voyez là sur cette slide-là, l'intermédiation, elle est très variable d'une filière à une autre. Et là, vous avez un panorama un peu plus complet, on va dire, des gros acteurs qui peuvent intervenir, notamment au niveau de l'hôtellerie. Et ben, on va retrouver Booking.com, Expedia, Hotel.com, y compris Airbnb également, HRS, Agoda, etc. Sur les campings, on a là un gros faiseur qui est Camping.com. On a un petit peu de booking, et puis bah, après des sites un petit peu plus petits comme Camping Co, Vacances Select, comme Sighted par exemple. Mais là, c'est vrai on a une part de marché qui est beaucoup moindre par rapport à ça. Sur les locations de vacances, comme je vous l'expliquais, on a là une forte intermédiation. Alors, Airbnb, Abritel, Booking, Le Bon Coin. Bon, les gîtes de France qu'on pourrait assimiler à, à une intermédiation gagnant-gagnant, entre guillemets, puisque là, il y a un vrai ancrage local quand même, et un vrai échange avec eux. Et puis sur les prestataires d'activités et les sites touristiques, on a quand même quelques gros acteurs qui sont là, à travers Viator notamment, qui est une filiale de euh, je cherche le nom, de TripAdvisor, pardon, et qui est distribué aussi par le biais de Booking. Voilà. Et puis après, bah, il y a d'autres acteurs que vous connaissez peut-être si vous êtes d'activité touristique, comme Get Your Guide, Musement ou Klook par exemple, mais qui ont des poids légèrement inférieurs à Viator, qui est quand même le gros faiseur ce segment-là. Tu peux passer. Voilà. Des évolutions qu'il faut noter quand même sur le marché touristique. Bah, tout simplement déjà que la conception de l'hébergement touristique a changé. Effectivement, avant, et sur ce que vous avez sur la fiche de gauche, notamment, bah, avant, on avait potentiellement un hôtel-restaurant ou un hôtel-bar-restaurant. Là, ce que vous voyez sur la gauche, c'est un genre de concept qui a tendance à arriver, et notamment qui arrive notamment sur les OTA. Voilà, je vais non plus aller en hôtel, mais je vais aller louer une chambre dans un boutique hôtel, par exemple. Je ne vais plus faire du camping, mais je vais aller louer une tente ou un toilet dans un camping pittoresque, et je vais louer une tente safari. Donc on va être beaucoup plus sur le produit en tant que tel. Je vais aller chercher un produit avec une expérience client
alors qu'avant, on était beaucoup plus sur des critères que vous avez sur la droite. Là, on regardait les filières, on regardait beaucoup plus les classements, les labels. Il y avait une dualité entre professionnels et particuliers. Et c'est vrai que tout ça, c'est un peu gommé avec les OTA et avec la conception qu'ont les clients tout simplement de leur expérience désormais. Ils viennent plus acheter une simple prestation, mais ils viennent bien acheter une expérience et c'est bien ça qu'il faut retenir dans votre approche marketing. Euh, les OTA qui offrent autre évolution, les OTA qui offrent des solutions d'hébergement, ce qu'on appelle des points, qui efface progressivement les différences entre les filières, effectivement. Donc là, l'exemple type, c'est ce que vous avez là sous les yeux, hein, c'est Booking.com, par exemple, qui propose tout type d'hébergement parmi différentes filières, hein, en hôtellerie, en hôtellerie de plein air, en location de vacances, en chambre d'hôte, en lodge, en ferme, etc., etc., qui sont aussi des séjours qui peuvent être thématisés. Vous le voyez notamment séjours à la campagne, etc. Là maintenant, tout ça est un peu mélangé. On mélange, vous le voyez, séjour chez l'habitant avec des tentes de luxe, avec des villages vacances et des séjours à la campagne. Donc voilà, tout ça est un peu mélangé et tout ça colle surtout à une volonté de proposer aux clients avant tout des produits qu'ils vont rechercher. Et puis avec toujours ce côté affinitaire, avec la volonté, comme vous l'avez en haut à droite par exemple, de proposer des programmes qui soient dédiés à des sites de clientèle. Là, c'était le cas notamment, c'est le cas pour Booking par exemple, qui propose des programmes spécifiques pour les voyageurs d'affaires. Voilà, avec des programmes de fidélisation également. Donc ça, c'est une évolution qu'on connaissait déjà, mais qui continue de croître au fur et à mesure de l'offre qui devient de plus en plus large auprès de ces OTA. Autre évolution, c'est la recherche d'expérience qui devient la priorité de voyage, comme je vous l'ai évoqué. Fini la standardisation et la prime est faite à l'expérience de voyage. Donc ce qui va supposer pour vous non plus de vendre une chambre sèche pour un hôtelier ou de vendre un logement sec entre guillemets pour quelqu'un qui a une villa ou une location de vacances, il va falloir que vous proposiez bien au-delà de ça et que vous vous scénarisiez entre guillemets votre établissement et que vous proposiez une expérience, une véritable expérience à votre client. Tout ça est soutenu par des grosses tendances aussi qu'on peut avoir et qu'on peut entendre notamment sur le segment de l'hôtellerie avec des auberges ou des hôtels dits un peu de la lifestyle. C'est ce qu'on va retrouver par exemple dans les grosses communes, enfin dans les grandes villes. On peut avoir aussi des concepts qui sont complètement hybrides. Et donc c'est vrai que le client, lui, ce qu'il veut, c'est que vous répondiez à son besoin et son besoin d'expérience, qui peut être divers en fonction des moments où il va réserver, où il va se retrouver. Donc, d'où l'intérêt aussi de travailler justement votre positionnement, votre stratégie marketing et d'être bien au clair par rapport à tout ça. Donc là, c'est ce qu'on vous propose aussi à travers les 4 ateliers qu'on va avoir les 17 et 18 mars. Là, c'est de travailler aussi ce positionnement marketing, de bien aligner votre offre avec tout ça. Donc voilà, je vous invite encore une fois à participer à ces ateliers qui vous permettront de prendre en compte notamment cette évolution. Une grosse évolution que j'ai évoquée un petit peu avant, c'est le fait que les ventes des activités de loisirs se digitalisent de plus en plus. On voit la progression là du côté des activités de loisirs. Et les OTA que vous avez sur votre droite, donc Get Your Guide, Viator, Funbooker, Airbnb, progressent très très vite aussi sur le marché. On voit que sur les OTA, là, on a 152% de croissance, on va dire, sur les activités de loisirs, à 82% sur tout ce qui est site internet des opérateurs. Et on voit que le offline, tout ce qui est en dehors d'Internet, lui est en baisse, en tout cas par rapport à la recherche qui est faite par les clients. Donc très concrètement, si vous êtes acteur, prestataire de loisirs ou activité de loisirs ou site de visite, je vous invite vraiment à vous digitaliser un maximum et à prendre en compte aussi votre visibilité en ligne sur
tout ce qu'on a pu vous dire jusqu'à maintenant, et puis notamment aussi bah, prévoir la réservation en ligne, y compris au niveau de votre activité. Un petit panorama des acteurs de la distribution en ligne sur tout ce qui est activité de loisirs, enfin activité de loisirs, prestations de loisirs, événements. Là, vous avez, en fonction des typologies de clientèle qui sont les patates de différentes couleurs que vous avez en bas à gauche, vous avez les différents acteurs et la manière dont ils sont positionnés par rapport à tout ça. Donc on voit bien que sur le secteur culturel, on a encore des acteurs sur lesquels, entre guillemets, on a un peu plus la main, France Billet, la Fnac, etc., et qui sont plutôt des acteurs de la culture, voilà. Sur le tourisme, à l'opposé, on est plutôt sur de l'offre, notamment via des box, qui sont sur des groupes qui travaillent ces produits-là de manière forfaitisée, avec des taux de commission qui sont importants. Et là encore, au milieu, entre guillemets, à la croisée entre le tourisme et la culture, on voit qu'il y a encore un certain nombre d'acteurs sur lesquels vous pouvez compter, qui sont des acteurs locaux, les offices de tourisme, des agences réceptives locales. Et donc ça, c'est important que vous le preniez en compte. On voit aussi que tout en bas de la fresque, Google est à l'intersection de l'ensemble de ces clientèles-là. Donc, soignez vraiment votre visibilité via votre fiche Google, soignez vos sites internet, votre visibilité encore une fois, et puis et il est encore temps d'avoir la main sur votre réservation en ligne quand vous êtes prestataire de loisirs. Et puis bah la dernière grosse évolution qu'on connaît, bah, Sabine en a longuement parlé, mais c'est l'IA qui, j'allais dire, s'incruste presque dans dans tout le parcours d'achat qu'on peut avoir côté client, puisque vous le voyez là à travers le parcours d'achat. Le client peut faire appel à l'IA et fait appel à l'IA dans tous les cas sur des idées qui viennent et des propositions d'idées qui viennent répondre à ses besoins, ses envies. Elle intervient également au niveau de sa recherche en termes de lieu, de date, de type d'offre, de prix, etc. Il est régulier, Sabine le redisait, que les clients interrogent directement l'IA avant même d'interroger les moteurs de recherche. Donc, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Sur la comparaison, évidemment aussi, où l'IA est très présente et le fait qu'elle aille interroger différentes sources ne fait que renforcer justement cette comparaison. Sur l'acte d'achat, elle peut être aussi présente en donnant des argumentaires, et d'où l'idée aussi de travailler votre marketing propre, et donc de bien vous cibler sur un certain nombre de clientèles. Et puis, elle intervient également, ou elle peut intervenir sur l'évaluation. On l'a vu notamment avec les sites d'avis qui intègrent de plus en plus des solutions d'IA. Voilà. Donc, ayez bien ça en tête. C'est la dernière grosse évolution. Pour le moment, sur la commercialisation et la vente en ligne, on est encore un petit peu préservé, enfin, un petit peu préservé, mais on sait que Booking, par exemple, a signé des deals avec Google et est reconnu dans les solutions de réservation en ligne à l'heure actuelle. Donc, il va falloir que vous soyez présent en tant qu'indépendant aussi, en tout cas sur tout le cycle de recherche, à défaut de voir comment vous pourrez intégrer la commercialisation aussi à travers les IA. Sur le plan de la commercialisation, juste vous rappeler peut-être quelques principes de base. La manière, nous, en tout cas, dont on travaille avec vous quand on travaille la commercialisation, c'est on va regarder deux choses. On va analyser vos ventes directes par rapport à vos ventes indirectes. Et en gros, on va vous questionner par rapport à ça pour savoir bah, comment vous souhaitez répartir entre guillemets vos efforts de commercialisation. Est-ce que vous visez... Alors, tout le monde vise un maximum de commercialisation et de vente directe, ça on est bien d'accord. Mais après, la question est de se dire bah, quel budget vous pouvez y mettre, quel temps vous y attribuez et quelles sont les opérations sur lesquelles vous souhaitez vous engager pour développer cette commercialisation. Euh,
A contrario, les ventes indirectes, donc tout ce qui passe par des plateformes métiers, des OTA qu'on a vu avant, des TO, des réceptifs locaux, des agents de voyage ou autres, etc., également se poser la même question et en tout cas se fixer déjà des objectifs de volume de vente, de budget et de temps pour bien cadrer la chose. Ensuite, si tu veux passer Sabine, s'il te plaît. Voilà. Après, bah, c'est d'analyser, en fonction de ces objectifs-là, c'est de déterminer justement quels sont vos canaux de distribution sur lesquels vous allez travailler, hein, qui sont alors, principalement maintenant online, hein, le site web, et puis tout ce qui est web marketing de manière générale, les actions qu'on a vues jusqu'à maintenant. Et l'idée, c'est de se dire bah, combien de réservations, combien de chiffres d'affaires je veux générer à travers mon site internet. Quand est-ce que les clients réservent? Quand est-ce que je peux les avoir et par quel biais? Par quelle stratégie web marketing justement je vais pouvoir les amener vers mon site internet et qu'on puisse essayer de se donner des taux de transformation par rapport à tout ça. En dehors de tout ce qui est internet, il ne faut pas oublier aussi que suivant les typologies de clientèle, vous pouvez avoir d'autres sources et d'autres outils commerciaux, votre fichier client, votre fichier prospect, des opérations partenariales que vous pourriez avoir avec soit des partenaires locaux, voire de filières, des participations à des salons, etc., etc. Dans tous les cas, l'idée, c'est de se dire, est-ce que vous mesurez vos actions commerciales? Et si oui, qu'est-ce que vous mesurez par rapport à ça pour voir la rentabilité entre guillemets de vos actions commerciales? Et quel retour sur l'investissement que vous y menez par rapport au temps et au budget consacré, et combien ça génère en termes de chiffre d'affaires? Et puis, bah, toujours pareil, quels sont les objectifs que vous étiez fixés? Est-ce que vous êtes en ligne avec vos objectifs que vous fixez sur chaque action commerciale? Tu peux passer. J'allais dire un peu le même raisonnement sur la vente indirecte à travers une analyse de vos OTA ou de vos partenaires commerciaux, hein. Donc OTA type Booking, Airbnb, Abritel, etc. Ou de partenaires commerciaux comme Weekend Desk, par exemple. Bah là, toujours un peu les mêmes questions. C'est le nombre de réservations, quel est le taux de commissionnement, quand est-ce que les clients réservent, etc., etc. L'idée, c'est d'avoir une idée d'aligner votre objectif, ce que vous devez faire pour regarder l'efficacité de vos actions là-dessus, et puis en faire un retour et pouvoir le suivre en temps et en heure. Je peux passer. Voilà. Alors, pour vous aider sur l'optimisation de votre stratégie web marketing et vous faire comprendre un petit peu tout ça et la manière dont on peut travailler là-dessus, un schéma qui semble complexe comme ça et que certains d'entre vous connaissent, mais en tout cas que je vais vous décrypter un petit peu. Et c'est notamment un schéma et un outil qu'on utilise pour vous accompagner sur votre stratégie web marketing de manière large. Ce qu'on voit, ce qui saute tout de suite aux yeux, c'est, j'allais dire, le cœur du réacteur, ce que vous avez en plein centre de la slide. Donc, votre site internet qui constitue vraiment le cœur du réacteur et ce vers quoi on veut vraiment aller cibler et faire venir l'ensemble de vos clients. Vous voyez qu'attaché à ça, il y a un certain nombre de fonctionnalités ou usages qui sont impératifs. On a parlé de SEO avec Sabine juste avant. Le référencement naturel est un élément important pour votre site internet afin qu'il soit plus visible. Le fait de le traduire en plusieurs langues suivant la typologie de clientèle aussi est un élément également constitutif de votre site internet. Le fait de proposer une réservation en ligne est un élément hyper important évidemment par rapport à ça. Et puis le fait de prendre en compte la version mobile en premier, ce qui est le cas notamment pour les moteurs de recherche en premier titre Google, est un élément hyper important à prendre en compte dans la constitution de votre site et dans l'évolution de votre site internet. Tout ça, en tout cas, est le cœur de votre visibilité que vous maîtrisez et sur lequel vous devez mener des actions. Ensuite, vous voyez tout autour tout un tas de planètes, entre guillemets, qui entourent le cœur du réacteur, avec notamment les annuaires spécialisés, les réseaux sociaux, les sites d'avis, les places de marché et les acteurs publics.
Les agences de voyage en ligne, les meta-search, donc c'est des gros comparateurs notamment de prix, type Kayak ou Trivago, tout ce qui est labels et regroupements commerciaux comme Best Western, les vacances, les logis ou autres. Tout ce qui est autour de la publicité en ligne, dont Google Ads, tout ce qui va regrouper les influenceurs, les médias, la presse, avec les blogs notamment dedans. Et puis enfin, les newsletters, l'action newsletter autour de la fidélisation client avec les outils un certain nombre d'outils qui vous sont présentés là. Alors l'idée, c'est de se dire comment moi, par rapport à ma vente directe et à mes ventes indirectes, comment je me place par rapport à tout ça en fonction de mon positionnement, de mes clients et du coup eh ben des orientations que je vais prendre par rapport à tout ça. C'est clair que si on prend les annuaires spécialisés par exemple, vous allez avoir des annuaires spécialisés soit par filière. Là on voit par exemple au-dessus grandgîte.com qui est spécialisé comme son nom l'indique sur des gîtes de groupe. Et vous pouvez avoir des annuaires qui sont thématisés. Vous avez à droite mariage.net par exemple, qui est une plateforme spécialisée sur la préparation de mariage, et notamment qui référence aussi des gîtes ou des hébergements ou des lieux qui accueillent des mariages. Voilà. Donc, l'idée par rapport à tout ça, c'est que vous travaillez bien le cœur de votre activité et ce sur quoi vous avez la main. Et puis bah, derrière, de se dire comment je peux travailler avec tout ou partie de ces différentes planètes tout autour, qu'elles soient thématisées de filières ou autres, et qu'est-ce que je vais mettre en œuvre par rapport à mes clientèles. La petite subtilité, vous voyez deux couleurs notamment, le bleu et le violet. On estime que tout ce qui est en couleur bleue, ce sont un peu des obligations que vous auriez pour travailler votre visibilité en ligne. Il y a une petite exception sur les agences de voyage en ligne, parce que très clairement, ça fait partie, de vos choix et de vos positionnements et on va dire des efforts que vous mettez à travailler en direct ou pas. Et puis, on sait très bien aussi qu'il y a des filières, on l'a dit tout à l'heure, que ce soit l'hôtellerie ou les locations de vacances, par exemple, qui ne peuvent décemment pas se passer d'OTA. Voilà. Quand des activités de loisirs, par exemple, pourraient encore se passer d'OTA à l'heure actuelle si elles développent bien leur visibilité et leur réservation en ligne. Voilà. Voilà. Tu peux passer. Un petit focus sur une solution commerciale locale que vous connaissez sans doute. Ça s'adresse plutôt, on va dire, à ceux qui n'ont pas encore de solution de réservation en ligne ou qui souhaitent une solution de réservation en ligne qui soit facilement adaptable, et facilement équipable, entre guillemets. Notre partenaire Ardèche Tourisme me propose une solution qui s'appelle Ardèche Reza, qui vous propose des solutions de vente en ligne adaptées à chaque activité, à des tarifs négociés et vraiment très négociés. Qui vous permettent aussi une diffusion multicanale, c'est-à-dire que vous avez accès à différents sites aussi qui peuvent vous promouvoir par rapport à ça. Et donc, il y a des passerelles techniques justement qui sont mises en place pour pouvoir être aussi distribuées sur un certain nombre de partenaires commerciaux en lien avec cette solution. Donc voilà, je vous invite à contacter Ardèche Tourisme si vous êtes intéressé par ça. Ça peut être vraiment intéressant si vous avez des meublés ou des activités de loisirs notamment. C'est une bonne solution à moindre coût. Un petit outil, je ne vais pas rentrer dans tout le détail de cet outil, mais vous l'aurez de toute manière en envoi. Mais ce qu'il est possible aussi de faire pour justement regarder là où vous en êtes par rapport à vos solutions de commercialisation, et notamment via les OTA, c'est qu'on a une petite grille d'audit qu'on peut vous proposer sur le choix des OTA, sur le paramétrage de l'annonce, sur quel est le coût réel de votre OTA. Quelle est la stratégie de prix qui est mise en place sur cette OTA? Est-ce qu'il y a des minimums requis pour être présent en termes de durée de séjour au niveau de ces OTA? Est-ce qu'il y a une gestion des paiements propres, etc. Voilà, tout un tas
de réflexion, entre guillemets, que vous pouvez mener par rapport à ces ETA pour justement aussi choisir la bonne ETA, la bonne agence de voyage en ligne qui pourra vous apporter du business sur votre activité. Voilà. Et puis, finalement, comment mettre en œuvre sa commercialisation? L'idée, en tout cas, nous aussi, là encore, quand on vous accompagne sur votre commercialisation notamment, on vous guide sur vos choix stratégiques, on vous aide à vous poser les bonnes questions, comme ça a été le cas justement, et notamment par rapport aux OTA, mais aussi à toute la visibilité en ligne. C'est tout ce qu'on a fait depuis deux webinaires. Et l'idée, c'est que derrière, une fois qu'on se pose la question de enfin qu'on a répondu aux questions qui sont mes clients, qu'est-ce qu'ils veulent, est-ce que mon offre est bien en ligne avec les souhaits de mes clients, et ben c'est qu'on mette en œuvre un plan de communication et de commercialisation surtout pour le coup en fonction des désirs de mes clients. Et là, par exemple, vous avez un exemple sur, bah voilà, il faut que je travaille l'animation de ma communauté sur Facebook, il faut que je fasse un post tous les 15 jours. Et ben, l'idée, c'est d'avoir un genre de, enfin, c'est pas un genre, c'est un tableau de suivi qu'on peut vous mettre à disposition et que vous puissiez le remplir en disant, bah, quand est-ce que vous allez faire ça, à qui ça s'adresse cette action-là. Est-ce que c'est une action de conquête, de fidélisation, de prescription? Quels objectifs je vise par rapport à ça? Quels sont les avantages et inconvénients de cette action? Les conditions de réussite, les indicateurs de suivi, justement. Et puis, bah, quel est le budget que je dois mettre en face de tout ça? Ça vous permet sur une année, de prévoir déjà toutes vos actions de commercialisation, de les budgétiser et puis de voir si oui ou non elles sont efficientes ou pas. Voilà pour la commercialisation. Sur la partie relation client, je serai beaucoup plus court. Juste vous rappeler quand même ce que c'est que la relation client, quelles sont les bases et les principes de la relation client. Il y a trois principes de base majeurs. Bah, d'abord que sur votre offre et vos services, vous soyez irréprochable, hein, évidemment. Alors, ça coule de source quand on le dit comme ça, mais nous, c'est l'une des premières choses qu'on regarde de toute manière quand on vous accompagne aussi sur le marketing aussi, c'est de vérifier que votre offre et vos services sont irréprochables, puisque ça, c'est la base de la base, et ça impacte forcément votre relation client de facto. Ensuite, c'est de se mettre en position que vous devez imaginer et apporter des solutions à vos clients. Et donc là, d'où l'intérêt de se poser la question à travers les personas notamment, mais de se dire quels sont les besoins de mes clients, quels sont les freins qui pourraient faire que mes clients ne viennent pas chez moi, qu'est-ce qui pourrait poser problème lorsqu'ils sont chez moi. Donc voilà, imaginez apporter des solutions à vos clients, ça doit être une posture que vous devez avoir sur la relation client. Et puis le troisième principe, c'est à vous de rester présent dans l'esprit de vos clients. Le client, il zappe, hein, il va d'une activité à une autre, il va d'un hébergement à un autre. Les vacances d'été sont pas du tout les mêmes que ses vacances d'automne. Ses week-ends sont encore différents. Donc c'est à vous de vous rappeler au bon souvenir de vos clients et d'activer des actions de communication et des actions commerciales par rapport à ça. En gros, si on devait définir la relation client, eh ben, c'est le fait d'utiliser plusieurs canaux pour mieux connaître votre client, créer une relation unique et continue avec lui et avec vos prospects. Voilà. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'évidemment, là, le numérique est aussi souvent là, hein, très, très, très souvent là, hein, à travers des outils divers et variés, hein, des chats, des groupes affinitaires sur Facebook ou autres, etc. Enfin, en tout cas, l'outil numérique est encore extrêmement présent, mais il y a aussi tous les points de contact que vous pourriez avoir avec vos clients, et là, il peut y avoir d'autres solutions aussi qui peuvent être envisagées à travers du papier, à travers une relation tout simplement d'accueil physique, à travers votre boutique, à travers une relation téléphonique, à travers des emails, des enquêtes, etc., etc. Enfin, en tout cas, il peut y avoir beaucoup de points de contact et il faut s'ouvrir vraiment tous les champs des possibles par rapport à ça. Euh, alors, là, on est revenu sur celui
d'avant, je crois. Donc, en gros, voilà. Oui, non, pardon, excuse-moi, oui. Donc, en gros, la relation client, c'est être en contact, si on résume, avec la bonne personne, au bon moment, avec le bon message, via le bon canal. Voilà, c'est ce qu'on va chercher à travailler sur la relation client, c'est de phaser tout ça, de personnifier, entre guillemets, le client, de lui adresser le message qu'il attend au bon moment. Et pour ça, on va utiliser le bon outil. Voilà. Et c'est ce qu'on essaye de regarder derrière, si tu veux passer Sabine, ce qu'on vous présente là aussi encore un petit peu sur le même principe que sur la visibilité en ligne. On a travaillé avec Jérôme Forget, avec un consultant avec qui on travaille régulièrement. Euh, la même fresque, entre guillemets, sur la visibilité en ligne, mais adaptée à la gestion de la relation client. Et là, vous voyez un petit peu en fonction de tout le parcours client qu'on voit hein, sur l'inspiration et la recherche, la réservation. Une fois qu'il a réservé, ben, il a validé chez vous. Et il y a trois phases, on va dire, c'est avant qu'il n'arrive chez vous, pendant son séjour et après son séjour. Et en fonction de ça, vous voyez qu'il y a plein d'outils là encore que vous pouvez mettre en œuvre. Alors, il y a beaucoup d'outils numériques, hein, vous le voyez là, on a mis essentiellement des outils numériques. Pour autant, il peut y avoir aussi à tout moment, à tout point de contact, là, des outils papier ou des outils tout simplement, ou de la relation clientèle qui se fait de manière physique, en tout cas, quoi. Voilà. On essaie de traduire ça, nous, dans une trame de relation client. Par exemple, là, on a pris l'exemple de l'hôtellerie de plein air. Avec ces différentes phases justement de la relation client, hein, inspiration, recherche, achat, et séjour, avant le séjour, pendant le séjour, après séjour, avec les buts recherchés. Hein, quand on est dans le moment de l'inspiration et de la recherche client, il faut qu'on soit visible. Quand on est au moment de l'achat, il faut faciliter le traitement et la réservation. Et puis, quand on est en séjour, avant séjour, le client va être en recherche d'informations utiles. Pendant son séjour, il va falloir se rendre disponible et interagir avec lui. Et puis, après séjour, évidemment, fidéliser et inciter à la recommandation. Donc, on a essayé de traduire ça en action. Voilà, très concrètement, c'est la ligne que vous voyez juste en dessous là. Je ne vais pas tout citer, mais vous avez des exemples d'actions qui pourraient être mises en place par un camping, par exemple, pour interagir sur sa relation client aux différents moments. Et l'idée, c'est qu'on travaille, vous voyez une ligne en dessous, mes actions, c'est de voir ce qu'on fait actuellement et ce qu'on pourrait faire, action à intégrer, de plus, de mieux, pour améliorer sa relation client. Donc ça, ce sont typiquement un genre d'outils que je travaille avec vous si vous souhaitez travailler sur la relation client. Euh, voilà, et là vous avez un exemple un petit peu illustré sur une cible de télétravailleurs, par exemple. Donc on avait identifié avec une entreprise avec laquelle je travaille une cible télétravailleurs, par exemple. Donc on a indiqué par rapport à cette cible de télétravailleurs quelles étaient ses attentes, comment je pouvais répondre à ses besoins, soit de rapidité de traitement, par exemple, sur l'achat, avec, par exemple, de recherche de coordonnées directes. Lui, il va rechercher, faire des recherches sur mon site. Il va éventuellement m'appeler, etc. Donc, on essaye de nommer tous les points de contact et comment il peut me rechercher, voire me réserver. Et en fonction des attentes de ce persona-là, on met en place des actions encore une fois, de communication et de gestion de la relation client. Et donc ça, c'est la ligne intermédiaire que vous voyez et qu'on avait travaillé avec l'entreprise avec laquelle j'ai travaillé notamment là-dessus. Et en dernière ligne, vous voyez l'exemple illustré, par exemple, on a rapidement vu qu'il n'y avait pas d'infos, par exemple, c'était très peu renseigné sur les infos et sur les horaires. Et il y avait un problème de mise à jour, par exemple, tout simplement de la fiche Google, notamment à travers les horaires, et on a pu aussi actualiser tout bêtement, j'ai envie de dire, son répondeur aussi pour donner un certain nombre d'informations au client quand il n'arrivait pas à joindre quelqu'un.
et ainsi de suite. Donc ça permet d'avoir en filigrane et en fil rouge toutes les actions à mener pour améliorer ma relation client. Voilà, je crois qu'on en a fini. Je sais pas si est-ce qu'il y a des questions, des commentaires, Sabine? Non, il n'y a pas eu de question. Il y a une personne à un moment qui a posé une question par rapport à Abritel. Ouais. Euh, donc, je Oui, vais alors peut-être en parler. je pense que c'est quand j'ai présenté un petit peu le poids de l'intermédiation dans les filières et que j'avais mis seulement Booking. Au niveau de l'hôtellerie notamment, ou quelque chose comme ça. Bon, Abritel, un gros acteur aussi au niveau des locations de vacances, hein, notamment, hein, mais il était dans la suite des slides qui étaient présentés notamment sur les locations de vacances et villas. Ouais. Après, on n'est pas nombreux, donc je ne sais pas si quelqu'un veut lever la main. On peut peut-être faire les questions à l'oral. C'est peut-être un peu plus convivial. Ouais. Pouvez-vous reparler des services Ardèche Reza? Alors, Ardèche Reza, en fait, c'est une solution de l'Agence départementale du tourisme d'Ardèche Tourisme qui vise à proposer aux professionnels une solution de disponibilité, de réservation en ligne, voire vous pouvez aller jusqu'au paiement en ligne. Donc là, il y a deux cas qui se présentent. Soit vous avez d'ores et déjà, vous travaillez avec une solution qui est présente sur le marché, et il y en a pas mal des solutions par filière notamment. Et auquel cas, bon, bah, j'ai envie de dire, Ardèche Reza n'a pas une grosse plus-value de ce point de vue-là, mais si ce n'est qu'elle peut peut-être la plateforme, et via la plateforme que vous avez et la solution que vous avez vous pouvez aussi vous interconnecter avec le site ardècheguide.com, qui est le site de la destination Ardèche. Via un canal direct, vous pouvez remonter sur aussi le site d'Ardèche Tourisme. Si vous n'avez pas de solution de disponibilité de réservation, voire de paiement en ligne, et ben à ce moment-là, vous pouvez faire appel justement à Ardèche Reza, qui met en place dans toutes les activités cette solution-là à disposition à des prix vraiment négociés. Et ça vous donne une solution à moindre coût qui est efficace pour avoir vos disponibilités et votre réservation en ligne. Est-ce que tu pourrais parler de TopLock, peut-être? Honnêtement, guère plus, parce que je connais assez peu. Donc, Ok. Est-ce que tu sais s'il est obligatoire pardon, d'avoir ad hoc pour Ardèche Reza? alors, a priori, non. Ad hoc, il est surtout prévu pour, comme solution, alors, avant tout sur la billetterie et pour joindre plusieurs activités entre elles. Pour notamment vendre plusieurs prestations entre elles. C'est plutôt dans ce sens-là qu'Ad hoc est prévu. Sinon, non, c'est une solution. Enfin, la solution d'Ardèche Reza, en principe, elle est déportée directement. Elle est accessible directement sans forcément ad hoc. Ouais. Ok, il y a Elisabeth qui posait une question par rapport aux avis, justement. Et oui, en effet, c'est pour ça en fait que je vous disais que les avis étaient importants, et pas forcément alors sur votre site, mais surtout d'aller demander à vos clients de déposer des avis, pardon, sur n'importe quel site, que ce soit Google, Booking, Airbnb, etc. Mais en tout cas, c'est surtout de mettre en place un système un peu quasiment automatique d'aller chercher des avis, de demander à chaque fois à vos clients de déposer des avis parce que c'est ce qui va faire que vous serez euh, plus fiable, plus recommandable pour les robots. Alors, un commentaire de Carole et Philippe sur l'accueil déplorable des commissions trop élevées au niveau d'Abritel. Bon, je sais, de toute façon, chaque solution entre guillemets, a ses qualités et ses défauts, mais on sait que et Abritel fait partie des très grosses solutions, très gros OTA. Très clairement, c'est sûr que vous le voyez bien aussi, et comme Booking par exemple, tout est verrouillé et commissionné, vous n'avez pas la main là-dessus, quoi.
Donc oui, oui. Alors après, c'est toujours pareil. Enfin, l'objectif, faire un maximum, c'est d'être visible. Et parfois et souvent, j'ai envie de dire, on n'a pas le choix que d'être sur les OTA. Et l'idée étant de renvoyer un maximum les clients vers, encore une fois, votre site internet et vos propres outils. Le client a de plus en plus quand même cette idée d'aller regarder votre site internet en direct. Donc là, enfin, le message fort, c'est garder un maximum les meilleures photos sur votre site internet, vos meilleurs contenus sur le site internet. Voilà, tout ce qu'il y a de meilleur en vous, gardez-le pour vous et sur vos propres outils. Et travailler à une meilleure visibilité avec tous les conseils que vous a donné Sabine, et tous les outils que vous pouvez avoir pour être le mieux référencé possible. Maintenant, bah, vous pourrez jamais éviter, vous serez jamais à 100% de réservation en direct, hein, ça c'est clair. Donc il faut essayer de tirer son épingle du jeu par rapport à ça et utiliser les OTA bah, comme vous le pouvez, entre guillemets, et sans trop les utiliser. Alors c'est pas facile, mais voilà, il faut aller vers ça, effectivement. Ouais, il faut Euh, vraiment les prendre comme un outil ouais, de visibilité. Vraiment, c'est ça. il faut faire en sorte, de toute manière, aujourd'hui, les clients, que vous le vouliez ou non, ils passent par les OTA. Donc, c'est vraiment juste l'opportunité d'être vu. Et après, en effet, à vous de trouver l'astuce pour que votre site soit plus performant au niveau commercial, qu'il y ait une meilleure offre. Voilà, on en a parlé, c'est vrai, mardi. Mais voilà, je pense qu'il faut plus voir les OTA comme vraiment une porte d'entrée et se dire que justement, les commissions, vous allez en laisser le moins possible parce que votre offre en direct, elle sera bien plus performante. Ouais. Effectivement, merci Catherine. Oui, c'est OpenPro la solution directement pour l'hébergement en tant que tel. Et Catherine qui pose la question sur Holidoo. Alors ce que j'en sais, on l'a déjà évoqué aussi plusieurs fois avec Jérôme. Vous savez peut-être, mais les sites Jute.fr et chambre ont été, qui étaient des portails de référencement pour les gîtes et les chambres d'hôtes, qui étaient intéressants et qui vous apportaient des flux relativement importants jusqu'à maintenant, ont été rachetés l'année dernière par Holidoo, une grosse OTA néerlandaise, je crois, ou allemande, je sais plus. Avec des pratiques qui sont complètement différentes et un peu limite aussi. Donc voilà ce que j'en sais par rapport aux échanges avec Jérôme Forger. Euh, voilà, ça me semble être très compliqué de travailler avec eux. Ça fait partie, à mon avis, des mêmes conditions que ce que vous pouvez avoir, ce qui était cité sur Abritel ou quelque chose comme ça. Et quant à Gringo, que Carole et Philippe évoquent, effectivement, Gringo, c'est une solution qui va référencer et commercialiser des hébergements verts, entre guillemets, qui ont une politique de développement durable affirmée. Donc là, effectivement, c'est intéressant de s'y positionner si vous avez ce référencement-là, hein, ce positionnement-là. Alors là, ils sont en train de se développer au fur et à mesure. J'entends par plusieurs hébergeurs que c'est en train de se développer. C'est français, effectivement. Et donc, moi, je vous invite, si vous avez ce positionnement-là, effectivement, à vous référencer et à être commercialisé par cette solution-là. Euh, voilà, après toujours est-il, c'est la question des volumes quoi, que ça peut générer. Et dans tous les cas, il faudra être présent sur différentes plateformes de toute manière. En effet, et Dring. Alors, Dring, je ne le connais pas. Dring. Bon, Moi non plus. désolé. Dé- Désolé, parce que des solutions, il y en a énormément, mais celle-ci, je la connais pas. Je suis désolé. Je peux pas vous répondre. Est-ce qu'on a fait le tour? Ouais, je pense qu'on a répondu Ouais. à toutes les questions et Ok. ça, il n'y a pas d'autres questions. Ok. Super. Ben, merci de votre participation. Plusieurs nouveaux annuaires qui tentent de remplacer Cybevasion. Et effectivement, Cybevasion, c'était l'annuaire qui avait gîte.fr et chambre-d'hôte.fr. Et effectivement, ça manque cruellement pour référencer les gîtes et les chambres d'hôtes.
Merci à tous pour votre participation. On vous donne rendez-vous lors des différents webinaires, ateliers qu'on a évoqués, réunions physiques. Et notamment, j'insiste un petit peu, mais c'est vrai que les 4 ateliers des 17 et 18 mars vous donneront vraiment des outils et des réponses à vos questions. Donc, on vous donne rendez-vous les 17 et 18 mars notamment. Et au salon Destination Ardèche, où on sera présent avec Sabine. Voilà. Merci Passez à une bonne tous. fin de journée. À bientôt. Bon week-end. Bon week-end.